Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de destin lorrain? Un homme qui a marqué Nancy de son empreinte, comme peu l'ont fait avant lui. Médecin par vocation, humaniste par nature, homme public par conviction, il a donné plus d'un demi-siècle à sa ville et à la vie politique française. C'est un destin fait d'engagement, fait de conviction. C'est un destin profondément lorrain. Bonjour André Rossino. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir sur votre carrière foisonnante, mais je souhaiterais vous montrer une image pour commencer. C'était le 17 juillet 2020. Vous quittez la présidence de la métropole du Grand Nancy, qui marque en quelque sorte la fin de votre longue carrière politique, plus de 50 ans. On va voir cette image. Vous êtes applaudi par toute l'Assemblée. Que ressentez-vous ce jour-là ? Un peu de fierté et puis une intimité et une connivence avec cette assemblée, parce que finalement j'ai organisé le transfert de district en métropole, et c'était pour la ville, pour la Lorraine, c'était important qu'il y ait cette métropole de Nancy, du Grand Nancy. Puisque c'était les nouveaux modes d'organisation des grandes villes, nous étions dans le coup. Oui. Est-ce qu'il y a une petite pince au cœur quand vous arrêtez ce jour-là, en 2020 ? Non, parce que j'ai tellement eu d'étapes dans ma vie, j'ai tellement eu de plaisir, quelquefois des illusions, mais sortir de la métropole pour une fin de carrière. J'ai débuté comme modeste conseiller municipal de Nancy, c'était bien. On va en parler, président de la métropole, maire de Nancy durant 31 ans, ministre 2 fois, président du parti radical pendant près de 13 ans, député de Meurthe-et-Moselle, constamment réélu. Si vous ne deviez retenir qu'un souvenir de ces 50 ans de vie politique, ça serait quoi ? Peut-être vos débuts, vos tout débuts, c'est-à-dire quand vous entrez au conseil municipal de Nancy en 1969, vous aviez 30 ans, vous étiez un jeune médecin ORL. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré dans ce conseil municipal pour la première fois ? Oui, parce que c'était une bataille politique. Il y avait eu un conflit avec le maire précédent, Marcel Martin. Et c'était une étape gagnée, si vous voulez. Pas tout seul, mais dont j'ai profité pour pouvoir entrer au conseil municipal. Votre premier conseil municipal, en fait, date de bien avant, je crois. Alors là, il faut remonter à 1945, à Friouville, parce que, on va le dire, votre premier conseil municipal, vous l'avez fait sur les genoux de votre maman. C'est là que tout a commencé. Pourquoi ? Expliquez-nous. Écoutez, maman était territoriale, elle était d'une famille d'agriculteurs au départ, puis ensuite elle a connu papa, ils sont mis à bouger, à grandir en profession et puis à m'accueillir. Mais 1945, le début, enfin le droit de vote pour les femmes, elle est élue en 1945 à Friouville. C'est là qu'en fait vous entrez au conseil municipal sur les genoux de votre maman. Sur les genoux de maman, oui. Que diriez-vous de votre enfance ? Mon enfance c'était une période où on sortait de la guerre. Maman et ma grand-mère m'ont raconté que lorsqu'il y a eu la guerre en 1939, tout le monde est parti. Et elle me racontait que sur la route, où il y avait beaucoup de gens qui partaient vers le sud, ils ont été mitraillés par les Italiens. Et elle me couvrait de son corps. C'est quand même fort. Oui. C'était une enfance pendant la guerre. Vous n'en avez jamais parlé, mais vous avez aussi vécu un autre drame quand vous étiez enfant, c'est la perte de votre frère, Maurice. Il avait 13 ans, vous en aviez 20. Il était non, plus que 20, non. Vous étiez très jeune, en tout cas. Enfin, lui avait 13 ans, vous aviez une vingtaine d'années. Il était parti en vélo, il était renversé par une voiture, vous étiez là. Oui, non, je n'étais pas là, je suis allé le cueillir sur la route. Et je l'ai ramené dans mes bras à la maison pour lui faire un lit mortuaire. Mais c'était terrible.
une maman et son enfant, c'est terrible. Est-ce que cet épisode a contribué à forger votre envie d'aller dans des études de médecine? Non, pas forcément. J'avais beaucoup de copains qui ont fait médecine à une époque, c'était la mode, si vous voulez. Donc je suis entré à la faculté de médecine comme étudiant, où on était en 6e année, et c'était impressionnant. Oui. Et là, premier engagement politique, puisque déjà comme étudiant, vous allez déjà prendre un premier mandat, on peut dire ça comme ça? Oui, en tout cas, avec une bande de copains, on s'est présenté aux élections traditionnelles, puis on a été élus et on a marqué notre empreinte sur la fac de médecine. Il y avait des perspectives déjà de déménagement sur Bravois, il y avait des gens très sympas qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont suivi amicalement et quelquefois professionnellement tout au long de cette période. Beaucoup de gens comptaient sur votre parcours. Votre père, on n'en a pas encore parlé, vous a inspiré, il était instituteur. Et après un déménagement de Friouville à Olé, il est devenu à son tour maire du village dans le Pays Haut. Lucien, donc de 1971 à 89, maire d'Olé. Il était aussi votre instituteur. Que vous a-t-il transmis? D'abord, la force des sentiments dans une famille. Et puis le travail. Mon père me surveillait. Ils m'ont beaucoup aidé dans mes études primaires. Ils m'ont aussi permis de venir dans un grand lycée à Nancy, c'était Poincaré. Mon père était de la Neuville devant Nancy. Il avait fait l'école normale d'instituteur à Nancy. Donc, le fiston, comme on disait, oui, il vous a poussé. Il a poussé. Ouais. Un autre homme va compter dans votre parcours. Il va vous propulser sur les rails de la vie politique nationale. C'est celui qu'on appelait JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, 1970, le fondateur de l'Express, arrive en Lorraine avec la ferme intention de casser les codes pour une élection législative. C'était un peu le Kennedy de l'époque. Voilà. Il incarnait la modernité politique. Et vous allez l'accompagner de très très près. Oui, parce que d'abord, il avait des choses à transmettre. Je lui ai donné quelques informations qui ont pu éventuellement l'aider. Mais c'est vous qu'on charge d'aller le chercher à l'aéroport avec... À Essay, oui. Vous aviez une 4L, vous m'avez raconté, vous allez le chercher et vous allez l'accompagner dans sa campagne. Oui. Une campagne à l'américaine, il est présent partout. Partout. Il y avait frontalement avec les gaullistes à l'époque, Souchal, le député, et donc il a fait un très beau score, mais c'était Jean-Jacques, quoi. Autre homme qui vous a inspiré, Edgar Faure, il vous épatait, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, il vous épatait par quoi? Sa capacité d'orateur, vous disiez c'était du haut de gamme. Du haut de gamme, c'était un très fin, je dirais... un peu filou pour organiser sa présence au plan national. Ouais. C'était un homme qui était craint, mais qui était respecté, qui a fait beaucoup au plan. Il a traité un certain nombre de dossiers. Et moi, j'étais au Parti radical, il en était également. Donc j'ai suivi et j'ai bénéficié, ou je me suis cultivé à travers cette période. Alors, on va prendre la suite de votre parcours. Je le disais, vous avez occupé tous les postes de conseiller municipal à ministre. Mais bien sûr, on pense au poste de maire que vous avez occupé pendant 31 ans. Mais si je vous pose la question, lequel de ces postes vous apportait le plus de satisfaction? Celui de maire. Mais parce que d'abord, ça peut s'inscrire dans la durée. La preuve que ma formation médicale me disait que s'occuper des gens, être près des gens, ça va de pair avec certaines nécessités thérapeutiques. Et puis, on a des amis, on a des générations de copains,
on s'organise, et puis c'est la faculté de médecine, quoi, après. Oui. Du 12 mars 1983 au 6 avril 2014, donc vous serez maire. Votre engagement politique à Nancy, je l'ai lu dans votre livre, a été guidé par le fait, au début des années 70, de faire exister Nancy face à Metz. Nancy était un peu oubliée, c'était tout pour Metz, selon vous ? C'était pas aussi excessif que ça, mais en tout cas, c'était vrai. Il y avait une équipe autour de Jean-Marie Roche qui était très dynamique à Metz. Et par conséquent, au moment des arbitrages, on était en arrière de la main à Nancy. Jean-Marie Roche disait à propos on le voit là sur le... Oui, on vous revoit avec Jean-Marie Roche. Alors Jean-Marie Roche disait à propos de vous, on ne s'est jamais réellement fâché, sauf sur de rares exceptions. Quelles exceptions ? L'aéroport, la gare d'interconnexion ? L'aéroport, non, pas franchement, parce qu'on a bien fait, parce que c'est pas terrible, hein, l'aéroport. Il y avait sur, je dirais, des dossiers universitaires ou des dossiers médicaux, si vous voulez, l'envie de Metz de grandir un peu. Et ils l'ont fait, mais on a gardé, je dirais, le haut de la maison avec Nancy, avec l'université, la faculté de médecine, le nombre d'étudiants. C'était une belle aventure de faire grandir l'université de Nancy. Vous avez laissé une empreinte forte, difficile de ne pas vous poser la question du bilan, savoir ce dont vous êtes le plus fier. Est-ce qu'il y a la transformation évidemment de la place Stanislas à qui vous avez redonné son lustre d'antan? C'est une fierté pour vous? C'est durable en tout cas. Oui. Quelquefois la politique est volatile, mais là... La première fois, quand je suis entré dans mon bureau, j'ai regardé la place Stanislas, il y avait 600 voitures de garées. Oui, c'était un parking. Ouais. C'était un grand parking. Donc, je n'avais rien dit pendant la campagne, hein, parce que ça aurait été un motif, parce que les bistrots autour auraient râlé, quoi. Ouais. Hein. Mais je pense que c'était nécessaire. J'avais un interlocuteur au niveau de l'administration culturelle, qui est un jeune talentueux, on a fait ça ensemble, si vous voulez. Hein. Et puis, ça a pris du temps, ça a coûté de l'argent. Et puis, autour de la place, on a mis de l'hélice. J'avais retrouvé les cartons et des croquis de la période de la création de la place Stanislas et de son organisation. Et c'est bien. Quand je me suis... depuis mon bureau, quand j'ai regardé, il y avait 600 voitures de garées. Hein. Ouais. Un autre moment fort dans votre vie de maire, on en a parlé, c'est Jean-Paul II qui vient à Nancy, le pape à Nancy en 1988. C'est vous qui l'aviez invité avec Jacques Baudot. Comment ça s'est passé? Parce que je crois que c'était une visite au Vatican et vous avez proposé à Jean-Paul II de venir à Nancy. Il y avait quelqu'un qui connaissait très bien le pape, qui avait des ascendants polonais aussi, qui connaissait très bien Jacques Baudot. Ouais. Et on en a parlé avec Jacques, et on a dit pourquoi pas essayer de le faire venir à Nancy. On est parti avec notre interlocuteur polonais. On a été, c'est impressionnant, hein, remarquablement reçu avec la finesse qu'on lui connaissait, etc. Ouais. Et quand on est parti, il nous a dit « je viendrai en Lorraine ». On vient de revoir ces images quand il est venu à Nancy, c'était en 1988. Comment vous avez vécu cette journée? C'est assez émouvant, oui. Parce que le personnage est émouvant et il y a une tension, mais il y a aussi un bonheur qui rayonne de sa part. C'est un homme, d'ailleurs on a donné le nom de la place. La place devant la cathédrale, on lui a donné ce nom de Jean-Paul II. Et Jacques Baudot avait joué un rôle important dans sa venue. Il est hélas décédé très tôt. Je salue sa mémoire parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On se téléphonait tous les jours, politiquement. On a suivi de très près. Vous voyez, la politique, c'est aussi une alliance interpersonnelle, si vous voulez. Avant d'être partisan ou etc.
Donc on a cheminé ensemble. Lui est devenu président du département et moi j'avais le volet municipal et départemental. Alors, on a parlé de vos réalisations, de vos fiertés. Il y a, j'imagine, eu aussi des déceptions, des projets qui n'ont peut-être pas abouti comme vous le vouliez. Quel regret vous avez avec le recul d'aujourd'hui ? Pas de regret, parce que obtenir de l'argent, obtenir des moyens de faire des réalisations, etc., c'est pas. Il faut arracher chaque fois la discussion. C'était une période où il n'y avait pas la décentralisation au bénéfice des collectivités territoriales. Donc c'était le national ou le préfet qui avait un rôle très important. Ouais. Et à partir du moment où j'ai été à Paris, j'étais président aussi du Parti radical, ouais. Donc j'avais une porte d'entrée ouverte. On va en parler, mais juste avant, parmi les regrets, il y a quand même un couac dans votre carrière, c'est le tram de Nancy, qui a connu bien des déboires, qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce choix de Bombardier ? Non, parce qu'il avait des bons produits, hein, mais le problème, c'était pas Bombardier, le problème, c'était l'intégration avec les pouvoirs publics, le financement, etc. Et bon, bah, c'est bien. Ce qui est fait aujourd'hui, je le trouve très bien. Vous feriez autrement dans le choix de, si on se remettait à l'époque, dans le choix Moi, je ne vous réponds pas parce que j'ai tourné la page sur cet aspect. Alors, vous le disiez, vous allez occuper aussi des fonctions ministérielles, d'abord comme ministre des Relations avec le Parlement entre 1986 et 1988 dans le gouvernement Chirac, puis ministre de la fonction publique dans le gouvernement Balladur entre 1993 et 1995. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience au niveau national ? C'est quand même le summum hein, pour un élu. J'étais à l'époque président du Parti radical. Oui. Et à ce titre, d'ailleurs, j'étais dans l'interconnexion de toutes les couches politiques, les services de l'État, etc. Et puis, j'avais créé avec Chirac des rapports humains extrêmement sympathiques. Il était... Alors, André, on y va. Je le vois encore. Il avait du punch. Ouais. Un bruit a couru quand même quand vous étiez président du Parti radical que vous songiez à vous présenter à l'élection présidentielle. C'est vrai ou pas ? C'est des rumeurs. Maintenant, en rasant votre barbe. Non, vous ne rasiez pas. En tout cas, j'en avais jamais parlé. Vous y avez songé ? J'observais, hein. Ouais. Mais bon, on fera autre chose. Vous avez souvent dit que votre force venait de votre formation de médecin et notamment de ces années passées à disséquer des cadavres. En quoi la médecine a-t-elle forgé votre manière de gouverner ? Je n'ai pas transformé les Nancéens en cadavres, hein. Soyez rassurés. L'enseignement en médecine est très intéressant parce qu'on enseigne l'anatomie. Moi, j'enseignais l'anatomie. C'est difficile, mais c'est passionnant pour les jeunes qu'on encadre. Et c'est vraiment des moments, quand on faisait remonter les cadavres à la salle de dissection, ils sortaient des cuves, oui, c'était... Qu'est-ce que votre expérience de médecin vous a apporté en politique, s'il y en a ? Peut-être une dimension humaniste, connaître les personnes. Vous savez, le médecin, il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup, il pénètre dans les foyers, il voit les familles, etc. Il fait un diagnostic, il propose un traitement. Ça rejoint la politique. Oui. En quelque sorte. Vous pourriez faire un bon politique, vous. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez consacré un ouvrage à Stanislas. Je voudrais qu'on en parle. Stanislas, qu'on appelait le bienfaisant. Si vous deviez, à votre tour, choisir un mot pour qualifier votre action, lequel aimeriez-vous qu'on associe à votre nom ? C'est pas à moi à choisir, c'est à l'opinion ou à des responsables. Je ne veux pas préempter, je leur laisse la liberté. Si vous deviez en proposer plusieurs, alors pas un seul. Non, je sais pas. D'abord, si je faisais ça, ça voudrait dire que je vais abandonner et que tant que je suis en bonne santé, je ne suis plus au conseil municipal, mais je suis ailleurs, et dans beaucoup d'ailleurs, si vous voulez.
Alors, quand vous regardez, je vous pose la question autrement, quand vous regardez en arrière, que diriez-vous à l'homme de 30 ans qu'on a vu tout à l'heure, qui entrait pour la première fois dans cette salle du conseil municipal de Nancy? Quel conseil vous lui donneriez? De beaucoup travailler d'abord, de démontrer qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie d'être utile dans la ville, dans ses quartiers, etc. Il faut justifier l'utilité, si vous voulez. Et les gens le sentent vite. Quand vous êtes profondément intéressé à leur sort, à leurs demandes, à leurs risques, etc., c'est un sacré levier, si vous voulez. Et le médecin, qui a une formation... moi, j'avais fait beaucoup de militantisme dans le syndicat étudiant, Oui. dans l'UNEF. Oui. J'ai créé une coopérative étudiante sous forme de librairie pour faire des réductions de l'achat des grands livres. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, je voyais souvent, si vous voulez, mes amis des autres facultés. On faisait à la cité universitaire, on buvait des pots ensemble, on échangeait. C'est ça aussi, la vie étudiante. Vous qui avez tant donné à votre ville, à Nancy, qu'est-ce que Nancy vous a donné en retour? Un nom. Un nom, parce qu'être maire de Nancy, ça ouvre beaucoup de portes. Et puis, par rapport à l'histoire de la ville, c'est pour moi un souvenir infini. Vous avez souvent dit « Je suis un médecin qui a choisi de soigner la cité ». Aujourd'hui, comment va votre cité, docteur? Comment vous la voyez? Écoutez, elle a bien changé. À l'époque, je vois l'état de la ville vieille, l'état d'un certain nombre... où il y avait du fumier dans les couloirs, où il y avait des choses abominables. Donc je me suis préoccupé, j'ai regardé comment on faisait. J'avais un directeur de l'office d'HLM, Hubert Gérard, qui était un homme remarquable, qui m'a appris beaucoup de choses dans le domaine de la construction du logement, de l'entretien, etc. Donc on ne fait pas une grande ville si vous avez des quartiers qui sont pourris, quoi. C'était le niveau. Donc il fallait dégager tout ça et faire de nouvelles constructions, ce qui n'est pas facile en ville vieille, parce que tout est encadré, etc. Donc il fallait être bien avec l'architecte de l'État, etc. Vous faites partie aujourd'hui du collectif, et je voudrais qu'on en termine avec ça, des Hommes et des Arbres, un collectif qui réunit 120 membres et qui veut être un levier pour faire évoluer nos territoires vers plus de résilience, de bien-être, d'innovation. Je résume bien. Je vous ai apporté des livres, 2 livres si vous voulez, sur les Hommes et des Arbres. C'est un des plus beaux chantiers qui n'est pas spécialement nancéen, mais qui a embrasé tout le pays, parce que l'arbre est apparu comme une utilité sociale, une utilité quelquefois médicale, et la forêt est un lieu de paix, de bonheur, de vitalité, et cet aspect-là est considérable. Et Nancy est entourée de forêts. Il y a la forêt de Haye, mais il y en a tout autour, et qui communique avec des communes de la métropole et de Nancy. Et si vous vous avez la possibilité d'organiser un rayonnement, le point central de ce rayonnement, c'est Nancy, mais c'est la Pépinière, c'est le parc Sainte-Marie. Et à partir de là, on travaille avec des communes. Si vous regardez Villers-les-Nancy, par exemple, vous avez, depuis le parc Sainte-Marie, il y a de la forêt autour de Villers, puis vous touchez tout de suite la forêt de Haye. Et on a un dossier d'ailleurs sur lequel je n'ai pas fini de me battre. C'est l'État qui nous a pris la direction régionale des eaux et forêts. Ouais. Et donc, je me suis promis, comme ça, toi, ça, d'essayer de faire quelque chose. Et... Vous avez encore des combats à mener. C'est un retour à la nature, on a entendu, un retour à vos racines, peut-être aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, André Rossino, médecin. C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes un bâtisseur et un fidèle. Merci infiniment d'être venu nous parler de votre passion pour le service public. Et je précise qu'il existe un livre qui raconte toute votre histoire, un entretien dans lequel vous vous êtes livré avec Philippe Rivet, un confrère de l'Est républicain. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un autre destin lorrain.